Donc maintenant, on a vu l'énonciation générale de ce que c'est un SVM, mais on va aller dans le détail mathématique pour voir de quelle façon on va faire l'apprentissage, qu'on va déterminer la paramétrisation de notre SVM. Ça revient à un problème d'optimisation quadratique, qu'on va développer ici les équations pour en arriver à une formulation qui va être résoluble par les bons outils. Donc, avant d'entrer dans le détail du SVM, il faut faire un retour en arrière sur des notions mathématiques que vous devriez avoir vues dans vos cours de mathématiques de calcul différentiel. Ça s'appelle la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc, c'est une façon de résoudre un problème d'optimisation sous contrainte. Par exemple, où on dit on veut maximiser une certaine fonction, f de x, sous la contrainte qu'une autre fonction g de x est égale à 0. On dit, bien, nous, on impose, la contrainte, c'est que g de x est égal à 0. Puis avec cette contrainte-là, quelle est la valeur de x qui respecte le g de x est égal à 0 et qui maximise le f de x? Et pour ce faire, bien, on va dire qu'il existe un paramètre lambda qui est non nul, de sorte que le gradient, donc le gradient de f plus lambda gradient de g, va être égal à 0. Donc, il existe un paramètre de ce type-là. Et donc, on va reformuler notre problème comme étant un problème avec une équation avec le multiplicateur de Lagrange. Le multiplicateur de Lagrange, c'est vraiment ça ici. C'est l'idée d'avoir une formulation avec la fonction qu'on veut optimiser, plus lambda, la fonction qui est une contrainte. Et donc là, en faisant ça, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un maximum. Donc, on se rappelle que pour trouver, avec des fonctions régulières qui respectent certaines propriétés, on va trouver un optimum en faisant la dérivée partielle de cette fonction-là selon les différentes valeurs pour lesquelles on veut trouver la valeur optimum. Donc, on va faire la dérivée partielle égale à 0, puis on va résoudre ensuite les systèmes d'équations pour obtenir finalement les valeurs de x ici qui vont maximiser ou minimiser la fonction. Donc, la dérivée seconde nous donne le fait qu'on veut maximiser ou minimiser. Mais lorsqu'on est dans des fonctions bien connues, sous une certaine forme, on sait qu'on maximise ou qu'on minimise. Puis donc, la valeur de la dérivée partielle égale à 0 va nous donner l'optimum d'intérêt. Donc là, ce qu'on parle ici, c'est de faire la même chose, mais avec une contrainte. Donc, une contrainte g de x ici. Et donc, pour pouvoir l'intégrer dans notre problème d'optimisation, c'est comme ça ici. Donc, on l'intègre de cette façon-là. Et donc, on trouve encore une fois le maximum par dérivée partielle égale à 0, mais de notre équation avec multiplicateur de Lagrange. Donc, en intégrant la fonction à maximiser et la contrainte également à intégrer dans notre problème d'optimisation. Et donc, en plus, bien, généralement, on est intéressé seulement au x. Le lambda n'est pas si intéressant que ça. C'est un artifice qu'on a introduit pour intégrer la contrainte. Donc, on peut l'éliminer. Donc, par développement analytique, on peut vraiment faire en sorte que le lambda ne sera pas directement évalué, mais va être éliminé pour simplifier les équations. Donc, un exemple de ça, c'est de dire qu'on a une fonction à maximiser qui est égale à f de x est égal à 1 moins x1 au carré moins x2 au carré. Donc, ça, c'est ce qu'on veut maximiser. Mais on a une contrainte qui nous dit que x1 plus x2 moins 1 est égal à 0. Donc, ça, c'est ce qu'on impose comme contrainte. Donc, le g de x nous amène à devoir être sur une droite, alors que la fonction à maximiser, elle a une forme plutôt quadratique. C'est un polynôme polynomial. Donc, si on fait une formulation avec le multiplicateur de Lagrange, on va avoir comme formulation, on se rappelle, c'est grand L est égal à f de x plus lambda g de x. Donc, on a directement le f de x ici, plus, ici, on a lambda g de x. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a seulement intégré les fonctions de notre exemple ici dans l'équation. Donc, à partir de ça, on va faire les dérivées partielles égales à 0. Donc là, on a les x, mais on a aussi le lambda. Fait qu'on va avoir 3 équations, étant donné qu'on a 3 paramètres. Fait qu'on fait la dérivée partielle de l'équation grand L selon x1, ça nous donne moins 2x1 plus lambda est égal à 0, parce qu'on fait égaler la dérivée partielle à 0. Similairement pour x2,
Et là, on fait la dérivée partielle selon lambda. Ce qui est intéressant, c'est que directement, le fait de définir notre multiplicateur de Lagrange comme ça, avec le lambda, on retombe directement sur la contrainte g de x ici. Donc, on a comme dérivée partielle de L selon lambda est égale à notre contrainte g que l'on doit respecter. Donc, on va avoir notre contrainte directement dans notre système d'équations, ce qui est exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir s'assurer qu'on respecte la contrainte. Donc, en faisant la solution de ce système d'équations-là, on arrive comme valeur que x1 est égal à 0,5, x2 est égal à 0,5 et lambda est égal à 1. Puis visuellement, ça ressemble à ça. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que dans le fond, notre fonction f de x correspond à ce qu'on a comme cercle. Dans le fond, les cercles de différentes couleurs, c'est nos lignes de contour. Donc, plus on se rapproche du centre, plus la valeur de f est élevée. Et sur un cercle ici, par exemple, si on regarde ce cercle-là, la valeur de f est constante sur l'ensemble du cercle. Mais plus qu'on se rapproche du centre, plus le cercle est près du centre, plus la valeur de f est élevée. Et plus on s'éloigne, comme le cercle jaune, plus la valeur est faible. Donc ça, c'est notre fonction qu'on veut maximiser. Et si on n'avait aucune contrainte, bien, le maximum serait directement 0, 0, ici. Donc, ce serait vraiment là qu'on aurait une valeur maximale pour f. Mais on a une contrainte. Dans le fond, la contrainte, c'est l'équation G qui correspond à une droite de type x1 plus x2 moins 1 est égal à 0. Fait que si on brassait les équations, ce serait quelque chose comme x2 est égal à moins x1 plus 1. Donc, la droite correspondante à G, c'est la ligne en pointillé ici. Donc, on est contraint d'être sur cette ligne-là. Donc, si on est contraint d'être sur cette ligne-là, on peut se déplacer de différentes façons. On pourrait être ici, on pourrait être là. Mais vraiment, le point où f est maximisé, c'est le point ici. C'est vraiment ce point-là où là, on va être le plus près de l'origine. C'est là que la valeur de f va être maximale. Puis il s'avère que c'est précisément ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, c'est 0,5, 0,5 qui est la valeur maximale, donc la valeur sur G pour laquelle le f de x va être maximum. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est avec une contrainte qui était une égalité. On peut aussi gérer des inégalités, d'avoir une inégalité de type g de x est plus grand ou égal à 0. Dans ce cas-là, ben, il y a deux possibilités. Donc, une première possibilité, c'est qu'on peut dire que la contrainte est inactive. Donc, dans ce cas-là, c'est que le f de x est maximum pour un g de x qui est plus grand que 0. Donc, directement, le maximum est dans la région où l'inégalité est respectée. C'est comme si la contrainte ne nous contraignait pas par rapport à trouver le f de x maximum. Donc, le maximum à ce moment-là, ça va être pour le gradient de f est égal à 0, ce qui va impliquer par la bande que le lambda va être égal à 0. Donc, ça veut dire que, dans le fond, le maximum était déjà là, en dehors de la zone de la contrainte. Deuxième possibilité, c'est là l'inverse, c'est que la contrainte est active. Le f de x, sa valeur maximale est dans la région pour laquelle g est négatif. Et donc, on va activer la contrainte. Il va s'avérer donc, en respectant la contrainte, le f de x va être maximum pour un g de x est égal à 0, qui revient à ce qu'on a vu juste avant cette slide-là. Puis dans ce cas-là, on va avoir un cas où le gradient de f va être égal à moins lambda gradient de g, parce que ça correspond à la fonction L. Là. Le gradient de L est égal à 0. Et dans ce cas-là aussi, le lambda va être plus grand que 0. Donc, vu que la contrainte est active, on a un lambda plus grand que 0. Et donc, on a certaines conditions correspondantes. Là. Je vous épargne le détail, c'était une question d'optimisation très classique. Là. On appelle les conditions Karush-Kuhn-Tucker, KKT, qui nous dit que lorsqu'on atteint ces conditions-là, on a atteint un optimum. Donc, c'est de dire que notre fonction g de x est plus grande ou égale à 0. Notre fonction lambda est plus grand ou égal à 0. Et le lambda fois le g de x est égal à 0. Donc, avec ces conditions-là, on va utiliser ça ici pour pouvoir faire notre formule d'optimisation. On va dire que finalement,
la formulation où on minimise le f de x est sujet à un g de x qui est plus grand ou égal à 0. Donc là, on va dire que si on fait un plus grand ou égal à 0, on va soustraire la contrainte. On va dire que directement, la formulation que le multiplicateur de Lagrange avec inégalité va être égal à f de x, qui est notre équation d'intérêt, moins lambda g de x, avec un lambda qui est plus grand ou égal à 0. Donc, l'aspect d'inégalité ici, c'est de dire que le lambda est plus grand ou égal à 0. Et donc, si on revient à notre formulation du SVM, donc on se rappelle, avec le SVM, on veut maximiser la marge. Et donc, on dit que la marge, qui est le ρ, est égale à 1 sur norme de W. Donc, on dit que pour pouvoir maximiser la marge, on doit minimiser le W. Donc, on va minimiser le W, mais on va faire une minimisation de sa valeur au carré. Donc, on va utiliser en fait une demi fois norme de W au carré. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant par rapport à faire notre optimisation et le minimum de la norme ou de la norme au carré va être la même valeur directement pour les x. Donc, ça ne changera pas vraiment le minimum, sauf qu'on va être sujet à certaines contraintes. Donc c'est sûr que le minimum ne changera pas si on n'a pas de contraintes. Lorsqu'on veut respecter les contraintes, ça se peut que ça change un peu, mais bref, cette minimisation-là, c'est la bonne façon de fonctionner. Ça revient quand même à une maximisation des marges. Et là, on va avoir comme contrainte que RT fois H de XT va être plus grand ou égal à 1 pour tous les T. Donc ça, c'est vraiment la formulation d'origine disant, ici, toutes les données sont bien classées et ne sont pas juste bien classées, sont vraiment avec une valeur de W qui nous assure que les valeurs de RT fois H de XT est plus grand ou égal à 1. Donc, on n'a aucune donnée dans la marge. Donc, le but après ça, c'est de dire, mais lorsqu'on respecte ça, lorsqu'on a vraiment des valeurs de W transposées W0 qui font en sorte que toutes nos données ne sont pas dans la marge, sont au moins à plus 1, au-delà de plus 1 pour la classe des positifs, classe 1, en bas de moins 1 pour la classe des négatifs, la classe 2. Mais alors là, on veut maximiser la marge en minimisant ceci. Donc, ça revient à ce qu'on avait vu comme formulation des SVM, mais le fait de l'exprimer de cette façon-là, ça revient à une forme standard d'un problème de programmation quadratique. Ça, la programmation quadratique, c'est très, très classique. C'est un classique en optimisation. Donc, c'est une forme qui est régulière. Puis, il existe des méthodes, puis des résolveurs, là, des librairies logicielles qui permettent de faire une résolution exacte du problème. Donc, ça, c'est intéressant parce que, contrairement à une descente du gradient où on n'a pas de garantie d'avoir l'optimum, ici, on va vraiment avoir la solution qui va être la solution qui va vraiment minimiser. Puis, il n'y a pas de solution meilleure que ça en termes de minimisation de notre critère d'erreur sujet aux contraintes qu'on lui donne. Et donc, pour pouvoir y arriver, on va reformuler le problème. On va dire, bien, dans le fond, on veut minimiser la fonction ici, donc on veut minimiser ça. Fait qu'on va, ça, c'est notre f de x par rapport à notre exemple de multiplicateur de Lagrange. Fait qu'on va le prendre tel quel. Fait qu'on veut, minimiser ça, mais sujet à ces contraintes ici. Donc, combien on a de contraintes? On en a n, dans le fond, pour tous les t. Fait que t est égal à 1 jusqu'à n. On a la contrainte que rt fois h de xt soit plus grand ou égal à 1. Et donc là, on va embarquer nos contraintes ici. On va vraiment dire que notre contrainte, qui est une forme g de x, est égale à 0. On va revenir à quelque chose comme rt fois h de x moins 1. Tout ça doit être égal à 0. Donc ça, c'est la formulation g de x est égal à 0. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, OK, bon, ça ici, ça correspond à notre contrainte qui est la même chose qu'ici. Mais on a le alpha t ici. Le alpha t, c'est notre lambda dans notre multiplicateur de Lagrange. Donc, c'est l'équivalent de notre lambda ici. C'est juste que vu qu'on en a t différents, au lieu de faire des lambda t, on a appelé ça alpha, puis c'est la forme classique. Donc, on a l'équivalent de n contraintes, de t est égal à 1 jusqu'à n, qui est la même chose qu'ici, d'un alpha t, qui est comme le lambda dans notre modèle de tout à l'heure, et la contrainte correspondant à la donnée xt. Et
L'étape subséquente, c'est d'un peu brasser les équations. Donc, on va être capable de resimplifier ça un peu plus. On avait le moins 1 ici, mais directement, on va arriver avec sommation pour tous les t du alpha t. Et ici, on va avoir le reste, là, ce qu'il y avait finalement ici, il va revenir là, va être la sommation des t, alpha t, rt, w transposé xt plus w0. Fait que tout ça, ça va être nos contraintes. Et ici, ça va être ce qu'on veut minimiser. Donc, on appelle LP, puis on a mis le petit indice P, parce que c'est la formulation qu'on dit primale du problème. Donc, c'est la formulation directe avec le multiplicateur de Lagrange pour inégalité. Donc, on a cette forme-là qu'on vient juste de développer. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on a deux choses. On a une résolution de LP qui demande à la fois de minimiser, parce qu'on a les W ici, donc W, W0, W ici. Fait qu'on veut minimiser selon les W, mais on veut également maximiser selon les alphas, qui sont plus grands ou égales à 0. Et donc ça, c'est un peu contradictoire. C'est une forme qui n'est pas facile à gérer telle quelle. Puis là, on a l'équivalent de D, valeur de W, donc le vecteur W, c'est de taille D, plus W0, plus les N alpha. Donc, ça donne une solution au point de sel selon l'effet qu'on veut minimiser selon W et maximiser selon le alpha. On peut faire mieux que ça. Donc, on va simplifier en utilisant la formulation duale du problème. Donc, on va reformuler notre problème sous une forme qui va être plus facile à gérer en termes d'optimisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire l'élimination des W en faisant les dérivées partielles de notre fonction LP. Donc, on va faire la dérivée partielle selon W est égal à 0 et selon W0 est égal à 0. Ça, c'est la simplification qu'on va appliquer. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, ça, c'est notre formulation primale encore qu'on avait vue tout à l'heure, où on a notre fonction optimisée et les contraintes correspondantes. Donc, on veut maximiser la marge tout en s'assurant que les données sont tous bien classées en dehors de la marge. Et donc, la dérivée partielle de LP selon W, c'est égal, bon, mais ça, ici, c'est comme un x au carré, bon, sous une forme vectorielle, mais ça va, ça s'applique directement. La norme au carré dérivée, on va arriver à quelque chose qui va correspondre directement à W. Ensuite, on va faire la dérivée partielle selon W ici. Donc, on voit que c'est ici que c'est intéressant parce qu'on a WT. Ça, c'est comme une constante. Ça, c'est ignoré aussi. Fait qu'on arrive à quelque chose qui va être égal à alpha RTXT. Donc, ça, c'est la partie de la contrainte. Donc, on a vraiment donc, une formulation ici de ce type-là qui dit que W moins sommation pour tous les T de alpha T RTXT est égal à 0. Mais si on envoie ça à droite, on a que W est égal à la sommation des alpha T RTXT directement. On a trouvé une façon de formuler le W. C'est le W pour lequel on est à l'optimum. Donc, ce W-là va être égal à cette équation-là. Si on fait la même chose pour W0, on arrive à quelque chose comme sommation pour des alpha T RT est égal à 0. Et donc, en faisant tout ça, on peut faire des substitutions. On peut dire directement que, bon, on a développé ça ici. Donc, ça ici, on le développe comme étant ceci directement. Fait que là, on n'a rien simplifié. Mais ça reste encore la même chose. Donc, l'équivalent d'avoir la norme L2 au carré, c'est de faire le vecteur transposé fois lui-même. Ensuite, ce qu'on a fait ici, ça correspond à cette partie-là. On a sorti finalement le W transposé de l'autre côté. Fait que lui, il se retrouve ici. Puis on a les alpha T, RTXT ici. Là, on a la partie du W0 qui est directement donnée ici, comme ça. Donc ça allait là. Et finalement, le alpha T reste la même chose. Donc, on a rebrassé un peu les équations. On a isolé. Ce qu'on a fait ici, c'est vraiment de sortir les W des sommations, ou du moins les exprimer de façon très explicite. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, bien, sachant ça ici, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile parce que là, on peut simplifier ça. Donc ça vaut 0. Sinon, on a aussi cette chose-là ici. Donc, ça peut tout simplement nous dire que tout ceci, dans le fond, c'est W. Et donc là, on a l'équivalent de moins W transposé W. Donc, c'est comme si on fait moins W transposé W. Puis ici, on avait une demi
W transposé W. Fait que 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2. Fait que donc, ça nous ramène à simplifier ça, à dire qu'on a l'équivalent de moins 1/2 W transposé fois W, qui est tout ça ici. Et la partie ici, ben, est directement utilisée. La sommation des alpha t reste telle qu'elle. Et donc, maintenant, on va éliminer les W. Fait qu'on sait que les W sont égaux à ça ici. Donc, on a moins 1/2. Et on va faire la sommation pour les T et pour les S. Qu'est-ce que les S? Ben, c'est comme les T, c'est la sommation pour les T. C'est juste que si on avait sommé 2 fois pour les T, ça aurait été une confusion totale. Et en termes de notation, ça aurait été incompréhensible. On fait la sommation selon les S et selon les T, seulement pour utiliser 2 lettres différentes. Mais S est égal à la sommation des S se fait de 1 jusqu'à N aussi. Et donc là, on a le W transposé et le W. Fait qu'en développant ça, ça nous donne une forme où on a le alpha T et alpha S, le RT, le RS, le XT transposé et le XS directement. Donc, tout ça, c'est le fait qu'on a développé ça en ceci. Et le alpha T, ici, sommation pour les alpha T ne change pas. Donc là, on a une nouvelle formulation qu'on appelle la formulation duale. C'est pour ça qu'on a appelé ça LD ici pour le dual. Donc, la formulation duale avec multiplicateur de Lagrange, ça revient à ça. Ça revient à dire directement qu'on va maintenant maximiser et non minimiser. La somme moins 1/2, sommation des t est égale à 1 jusqu'à n, des s est égal à 1 jusqu'à n, du alpha t, alpha s, rt, rs, xt transposé xs, plus sommation des alpha t, et sujet à des contraintes. Donc, la contrainte ici provient de la dérivée partielle selon W0 qui dit que la sommation des alpha t rt est égale à 0. Et, étant donné que c'est une inégalité, on se rappelle qu'avec une inégalité, les lambdas sont plus grands ou égaux à 0. Donc, on a vraiment les alpha t sont plus grands ou égaux à 0 aussi, pour tous les t. Donc, ça, c'est la nouvelle formulation qui est, bon, on vient de faire les développements mathématiques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci, c'est directement équivalent à la formulation primale. La différence, c'est qu'on a éliminé les W et W0. Et donc, on a retiré quand même D plus une variable, en plus que c'était des variables où il fallait faire une... donc, il y avait un problème de point de sel où on voulait faire une maximisation, minimisation, je ne me rappelle plus. Mais bref, c'était contradictoire par rapport aux alphas. Donc, maintenant, on a une nouvelle formulation du problème où là, la taille du problème dépend du jeu de données de taille n. Donc, on dépend seulement de la taille du jeu de données et on ne dépend pas de la dimensionnalité. La dimensionnalité ici n'a plus rien à jouer, si ce n'est qu'on l'a à l'intérieur des vecteurs. Bon, on n'optimise pas selon un nombre de variables qui dépendent de la dimensionnalité. On optimise selon un nombre de variables qui dépendent de la taille du jeu de données. Là, vous allez me dire, souvent, on a plus de données qu'on a de dimensions. En effet, donc on a plus de variables qu'on en avait si on travaillait directement en D plus une dimension, mais c'est correct. Parce que ce qui est bien ici, c'est que cette forme-là, elle est toujours résolue par programmation quadratique. Il n'y a pas de point de sel. Donc, si on applique ça tel quel dans un résolveur de programmation quadratique, cette équation-là, ça se fait. Puis les premières implémentations des SVM, c'était ça, c'était vraiment de prendre ces équations-là, puis d'appeler un résolveur de programmation quadratique qui nous trouvait les valeurs de alpha directement à utiliser. Et donc, avec un résolveur de programmation quadratique, on a des garanties d'avoir l'optimum global en un temps polynomial. Ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a plus question de converger vers des optimums locaux. On va avoir l'optimum global. Donc, on dit des temps polynomiaux, mais c'est quand même assez long. C'est quand même avec une implémentation naïve, à vrai dire, en utilisant un résolveur de programmation quadratique qui n'est pas optimisé pour les SVM. La complexité en temps est de l'ordre de n cube, n3. Puis ça, c'est énorme. Ça veut dire que quand même, lorsqu'on double n, on va avoir plus un facteur 8 en termes de temps de calcul par rapport à notre version de base. Et donc, pour des n très grands, en pratique, ce qu'on voit, c'est qu'avec des n, lorsqu'on frôle la 100 000 données, donc ça devient extrêmement long. Parce que là, la résolution du problème devient très, très lourde. Là, 100 000 à puissance 3, c'est quelque chose qui demande énormément de traitement.
Donc, on frappe un mur avec cette formulation-là, avec des gros jeux de données, mais avec des jeux de données plus raisonnables, là, dans les dizaines de milliers d'instances, ça va très bien. Puis les milliers d'instances, c'est très, très rapide, ça se résout très bien. La complexité en espace, en mémoire, est de n carré. Donc, cette formulation-là permet l'utilisation aussi de fonctions noyaux. On va revenir là-dessus plus tard dans les présentations qui vont suivre cette semaine. Mais bref, ce n'est pas juste que c'est sans point de sel, donc facile à implémenter. C'est également une formulation qui est très pratique, qui est très intéressante pour pouvoir utiliser des méthodes à noyaux. Donc, la nouvelle formulation implique qu'on a un alpha t pour chaque donnée d'entraînement. Dans notre jeu d'entraînement, on a nos x, mais on a aussi les alpha t associés à chacun des x. Et donc, la notion de machine de vecteur de support, de séparateur à vaste marge, repose sur ça. Et ça vient à dire aussi que, normalement, la majorité des alpha t sont égaux à 0. Et donc, c'est dans le cas typique, là. Et les données pour lesquelles le alpha t est différent de 0 est positif parce que la valeur négative est interdite, on appelle ça les vecteurs de support. Donc, c'est ça les fameux vecteurs de support. On parle d'une machine à vecteurs de support. Le but, c'est que les données pour lesquelles le alpha t est différent de 0 sont vraiment des supports. C'est des données sur lesquelles le modèle s'appuie pour placer son hyperplan séparateur. Puis dans le fond, ces valeurs-là de alpha décrivent le placement de l'hyperplan séparateur. C'est la paramétrisation de notre modèle. Et donc ensuite, on veut calculer le W0 à partir des vecteurs de support. Donc le W0 qu'on avait éliminé tout à l'heure, on en a quand même besoin pour pouvoir fonctionner en inférence. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? Bien, on pourrait l'avoir directement avec une seule donnée, mais il y a des risques d'instabilité numérique. Donc, la façon standard de le faire, c'est de dire, bien, on prend carrément toutes les données qui sont dans la marge, on définit l'ensemble M. Donc, M ici, c'est l'ensemble des vecteurs de support. Donc, c'est les alphas dans notre ensemble pour lequel le alpha t est plus grand que 0. Ça se lit comme ça. On dit c'est l'ensemble des alpha t de sorte que alpha t est plus grand que 0, et ça pour tous les t. Donc, en ayant finalement tous les alphas plus grands que 0, non nul, on va calculer le W0 comme étant la moyenne, donc l'espérance de RT moins WTXT. Et ça, c'est égal, bien, 1, numériquement, c'est 1 sur le nombre de vecteurs de support, sommation pour les alphas qui sont les vecteurs de support du RT, moins, donc ça, c'est l'équivalent du W transposé XT, mais sans W, donc pour l'ensemble des vecteurs de support, alpha S, RS, XT transposé XS. Donc ça vaut la même chose qu'ici. Avec ça, on va avoir une estimation qui est quand même fiable et robuste de W0. Et une fois donc qu'on a fait l'entraînement, donc l'entraînement ici, c'est faire l'optimisation par programmation quadratique pour extraire, déterminer les alphas. Donc, on peut faire du traitement. Donc, le traitement, ça va être de dire que la fonction h de x sur un certain x va s'appliquer. Et donc là, on va faire la sommation pour tous les t de alpha t, rt, xt transposé fois le x qui nous intéresse, qui est celui-là ici. Donc, il ne faut pas confondre le xt et le x. Donc, le x ici qu'on voit, c'est vraiment la donnée pour laquelle on fait une demande de traitement, d'inférence. Et c'est un x qui est généralement non vu. Ça peut être une valeur vue, mais c'est une valeur qui est en dehors de l'ensemble d'entraînement. Alors que ici, là, tout ce qu'on fait ici avec le xt, alpha t, rt, ça, c'est sur les données d'entraînement. On va quand même conserver tous les vecteurs de support au moins, tous les xt pour lesquels le alpha t est non nul, puis on va les utiliser pour faire l'inférence directement sur des nouvelles données x. Puis à tout ça, on va ajouter le W0 qu'on a calculé comme suit. Puis le genre de résultat qu'on peut avoir, bien, on peut voir à gauche un exemple de placement d'hyperplan séparateur arbitraire. On a une marge ici, mais on voit que la marge elle a une certaine taille. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de la place. Là. Ça, c'est sous-optimal. On voit que cette donnée-là est loin de la marge. Hein. Elle est quand même à une certaine distance de la marge ici. Et globalement, l'espace n'est pas aussi grand qu'il pourrait être. Parce qu'ici, à droite, on a la marge maximale. Puis regardez bien, c'est exactement les mêmes données à droite. Donc, c'est le même placement de données. La différence, c'est qu'on voit que la marge est un peu plus grande qu'à gauche. Bon, ça peut paraître subtil, mais regardez bien, on voit quand même que c'est plus grand la marge à droite.
Puis là, on voit aussi que les données sont quand même... donc, les bordures de marge sont à côté, comme on dit en bon québécois, sont vraiment sur les données ici. Ces trois données-là sont les données qui sont à la frontière de la marge. Et c'est les données pour lesquelles le alpha t va être différent de 0. Toutes les autres données ici, là, donc celle-là ici et celle-là vont avoir un alpha t égal à 0. Et donc, ce placement-là va être le placement qui maximise la marge. Il y en a un seul possible, selon notre formulation qu'on a vue tout à l'heure.